Chers amis, merci de regagner vos places. Eh bien, pour la troisième table ronde, comment la crise a transformé les coopérations, nous avons comme intervenant Monsieur le préfet Michel Lalande, conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes, précédemment préfet du Nord, et avant même directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. À sa gauche, M. Yannick Rouvray, directeur sûreté du groupe Inditex, donc Zara, Massimo Dutti et plusieurs autres marques. Yannick est auditeur de la 7e promotion du MBA. La capitaine Vanessa Luciol, officier de gendarmerie, auditrice de la 7e promotion également. Et pour animer cette table ronde, la titulaire de la chaire de management du MBA, Madame le professeur des universités Véronique Chanu. Véronique, vous dirigez également le laboratoire de recherche en gestion de l'université Panthéon-Assas, la GERPA, et le CIFOP, qui est le centre universitaire en ressources humaines. Également, vous êtes membre du concours d'entrée de l'école de guerre. Véronique, donc nous avons 45 minutes et nous poursuivrons par quelques questions. Cette troisième table ronde est intitulée « Comment la crise a transformé les coopérations ?» Et j'ai vu que sur le programme, nous avions maintenu un point d'interrogation à la fin de cette phrase. Et je crois que nous sommes d'accord, tous les quatre, pour essayer, pendant le temps imparti, de lever ce point d'interrogation et d'essayer de vous montrer comment, dans les expériences des différents intervenants, la crise a effectivement permis d'activer, de réactiver, voire de créer des coopérations. Alors, je suis particulièrement ravie d'animer cette table ronde sur la coopération pour 3 raisons. La première, c'est que ce thème de la coopération, il est finalement, comme l'a rappelé le général Rodriguez, il est très emblématique du MBA. C'est vraiment le thème qui est dans l'ADN du MBA, qui développe des coopérations originales, publiques, privées, universités, gendarmerie. Donc c'était vraiment pour nous un thème incontournable. La deuxième raison, c'est que à la lumière des expériences que nous nous sommes relatées, la coopération est vraiment au cœur de la gestion de crise. Et ce thème de la coopération nous invite à réinvestir sans doute des enjeux qu'on avait un petit peu oubliés, les enjeux organisationnels de la crise. Et puis, troisième raison, c'est que ce thème de la coopération, les anciens auditeurs ici présents le savent, ce thème de la coopération est au cœur des enseignements de théorie des organisations. Et donc, je suis ravie que à la fois les anciens auditeurs se reconnaissent et ravie de prolonger justement avec des auditeurs de la 7e promotion, Yannick Rouvray et le capitaine Luciol, de prolonger ce thème de débat que nous avions abordé lors de nos échanges. Alors, nous avons souhaité ne pas procéder par des exposés juxtaposés, mais d'essayer de vous montrer en action, en fait, une forme de coopération au sein de cette table ronde. Et nous allons procéder en 3 temps. Ça rappellera sans doute des souvenirs aux anciens auditeurs. D'abord commencer par les constats, poursuivre par l'analyse et troisième temps, les enseignements, cette méthode très pédagogique, mais que nous allons essayer de nous appliquer. Alors, commençons peut-être par quelques constats, sans être exhaustifs. Je vous demanderai peut-être à chacun de nous raconter très brièvement une expérience de coopération qui vous a beaucoup marqué pendant cette crise. Peut-être une coopération qui a plutôt bien marché et d'autant mieux marché que peut-être avant la crise, vous étiez horripilé par un manque de coopération et que la crise, justement, a permis de
finalement de régler des choses qui semblaient impossibles à régler. Capitaine Usiol, on commence oui, merci, par professeur. Donc, au moment de la crise, je me trouvais en poste en qualité d'officier adjoint à la compagnie de gendarmerie départementale de Rambouillet. J'avais noté, donc, pour préparer cette intervention, 2 points que j'avais trouvé importants. Donc, dans le même temps, alors que les unités s'astreignaient à faire respecter les mesures de confinement, on a aussi, parmi les gendarmes, qui ont contribué, ont apporté leur aide, notamment en transportant des surblouses confectionnées par une association Over the Blues, et donc en transportant ces surblouses vers les différents hôpitaux dans notre région, donc dans les Yvelines et un peu plus loin également. Donc, ce qui m'a marqué, c'est aussi ce sentiment non pas uniquement d'être là pour, oui, il faut faire respecter le confinement, mais montrer aussi une autre dimension de notre travail et cette capacité aussi à pouvoir dépasser ce qui nous arrive, dépasser cette crise et contribuer aussi à l'effort commun. Ensuite, il y a eu donc l'opération aussi Tranquillité entreprise, puisque nous avons beaucoup dans cette circonscription, puisqu'il y avait à la fois les commerces dits essentiels qui ont pu rester ouverts, mais il y avait pour certaines craintes, notamment pour les pharmacies. Donc il fallait être présent, assurer une protection un peu plus régulière et en tout cas les rassurer, mais aussi pour tous ceux dont les entreprises malheureusement étaient fermées pendant cette période-là, et donc leur assurer aussi le même niveau de sécurité et de surveillance pour leurs entreprises et prévenir les cambriolages. Donc voilà, ce sont les 2 points qui ont particulièrement touché. Merci beaucoup. Donc, on voit bien là cet aspect glocal du règlement de la crise qu'évoquait un précédent intervenant lors de la précédente table ronde. Yannick Rouvray. Alors, deux faits qui ont été marquants au tout début de la crise. Premièrement, c'était la capacité de réaction d'un groupe comme Inditex, qui compte quand même 10 000 salariés en France et plus de 300 magasins, et puis qui au niveau mondial représente aussi quelques milliers de magasins. Une coopération au niveau international. Nous, on connaît surtout Zara, donc Inditex. Zara, c'est 50% du parc, oui. Oui, c'est la première société emblématique du groupe Inditex. Immédiatement, dès les premières mesures prises en Corée et en Chine, on a été alerté et il y a eu une coopération internationale sur comment la crise se développait dans ces pays et à quoi nous devions nous attendre en Europe. Donc, dès le départ, avant tout le monde, on a commencé à cloisonner et à pratiquer le télétravail à 50% de manière à ne pas, lorsque ça allait se déclencher en France, ne pas contaminer le siège et permettre une continuité d'activité. Donc, cette capacité de réaction dans la coopération et la mise en place de cette nouvelle coopération à distance avec des équipes éclatées, ça m'a impressionné parce que ça a été très rapide. En même pas une semaine, nous étions opérationnels à 50% à nous relayer sur le siège. La deuxième coopération très intéressante et qui m'a agréablement surpris, c'est celle avec nos prestataires de sécurité privée. Dès lors que les magasins ont été fermés, la décision a été très soudaine, prise, je le rappelle, un week-end. On ferme le samedi soir, on n'est pas sûr d'ouvrir le dimanche, et le dimanche soir, on nous dit vous n'ouvrirez pas lundi. Plusieurs problèmes se posent alors. Il faut vidanger les clims, il faut vider les poubelles, les distributeurs automatiques. On a 300 magasins, les recettes n'ont pas été ramassées le lundi matin, donc on a 3 à 4 jours de recettes, 300 magasins. Je ne donnerai pas le nombre, c'est confidentiel, mais c'est quand même une certaine somme importante. Il faut désinfecter tous les magasins. Et bien sûr, hors de question de demander à nos salariés de revenir, puisqu'ils sont tous mis en chômage partiel. Et on ne peut pas sur le temps de travail. Et c'est là que le fait de choisir pour notre société des sociétés de sécurité privée et de gardiennage qui ont un fort middle management et un gros taux d'encadrement, donc une très bonne organisation, nous a permis très rapidement de faire des équipes mobiles qui sont passées chez tous nos managers, récupérer les clés. Et le département sécurité, nous avons été au cœur du dispositif pendant 1 mois pour organiser avec tous les prestataires, que ce soit la maintenance spécialisée, la désinfection, les climatiseurs, etc., de pouvoir donner les accès en toute sécurité au magasin, de manière, au bout de 15 jours, à tout était vide et on attendait juste la réouverture. Alors, du côté de l'État, dans
dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France. Moi, je ferai un constat qui se ramène à un mot, c'est la coopération, ça a été dit tout à l'heure. Et cette coopération, elle prend deux dimensions. Une dimension qui est d'abord celle de son intensité, et une autre dimension qui est celle de sa diversification. On savait coopérer plutôt très bien, travailler de manière relativement intégrée dans le périmètre, au sein du périmètre de l'État, sauf que le diamètre s'est singulièrement agrandi au monde de l'hôpital, au monde des collectivités territoriales, au monde du secteur économique. Et on est passé de conférences en présentiel en visioconférence avec 100 à 150 participants qui, au moins une fois par semaine, faisaient des points extrêmement précis de la situation sanitaire, de la situation politique, au sens de l'organisation de la société, au plan de l'économie, au plan de la sécurité, pour s'en tenir à quelques volets qui sont très importants. Donc passer d'une coopération convenue, celle des circulaires bien connues, à des coopérations pragmatiques élargies de manière à créer, en tout cas, un espace de compréhension et de partage de la situation que nous connaissions. Deuxièmement, c'est la diversité. La diversité des personnes qui ont été attraits dans nos systèmes de coopération. Les syndicats de transporteurs routiers, on les connaissait plutôt face aux préfectures, avec des escadrons de gendarmerie mobile pour nous protéger, en général, on connaissait très bien. Et on est passé à une coopération épaule contre épaule pour permettre notamment à des routiers de pouvoir se ravitailler, de pouvoir se rafraîchir sur des stations autoroutières qui, je le rappelle, dans les premiers jours du confinement, étaient fermées. Comment voulez-vous ravitailler quand les moyens de ravitaillement, les moyens de logistique ne peuvent pas rouler? Autre exemple, les dentistes. Comment apporter aux dentistes des masques? À Rambouillet, vous avez la gendarmerie a apporté une réponse à un certain nombre de partenaires. Eh bien, la gendarmerie, comme la police, comme les associations de sécurité civile, l'ont fait pour des professions qui devaient maintenir un minimum de soins et qui ne pouvaient pas le faire, faute de disposer de moyens sanitaires appropriés. La diversité, enfin, c'est bien sûr la coopération avec les associations humanitaires pour venir en aide à celles et à ceux qui étaient à la rue. Vous avez connu ça pour tous ceux qui étaient en territoire à l'époque, et avec des populations qui n'avaient plus les moyens d'être ravitaillées d'une façon ou d'une autre dans leur prise en charge alimentaire. Voilà un exemple, enfin quelques exemples très rapides à la volée de cette coopération renforcée, vraiment j'insiste là-dessus, au sein du grand périmètre public, au sens le plus large qui soit, mais aussi bien au-delà, l'action publique a enfin attrait vers elle des publics qui jusqu'alors étaient totalement ignorés. Merci. Donc, on voit bien ces coopérations extrêmement diversifiées avec des associations à l'international, public-privé, sur les territoires. Pour gérer tout cela, vous avez sans doute mobilisé des outils nouveaux, peut-être des outils d'information. Est-ce que vous avez mobilisé les réseaux sociaux? Quel levier vous avez activé pour gérer ces coopérations? Alors, donc le directeur général de la gendarmerie l'a rappelé, et donc je me permets d'insister également. Nous, on va dire, se réunit plus au-dessous de cet hashtag répondre présent pour la gendarmerie. Donc, ce n'était pas seulement un vecteur de communication, mais c'était vraiment des actions quotidiennes partout sur le territoire et adaptées aussi au territoire. Donc, on pouvait retrouver, par exemple, à certains endroits, donc nous, ce qu'on a fait dans les Yvelines, mais sur d'autres territoires, il y a eu d'autres choses qui ont été menées. J'avais comme exemple les équipages de la SAC de Vélizy-Villacoublay et leur C145 qui ont participé au hub sanitaire hélico mis en place sur l'aéroport d'Orly. Donc, par exemple. Donc, il s'agissait véritablement d'une base d'évacuation d'urgence pour des personnes atteintes du Covid. Et donc, c'était un partenariat, encore, comme le disait le préfet, beaucoup plus large entre la police, la gendarmerie, l'armée, les soignants, pour apporter une réponse, ou en tout cas apporter notre aide. Alors, les réseaux sociaux et les nouvelles messageries ont été quand même d'une grande importance et d'une grande aide.
Il y a une grande diversité, des sécurisés, moins sécurisés, tout dépendait du niveau des réunions et des conversations. On a essayé au maximum de maintenir le lien en multipliant les réunions. Le point positif que moi je retiens concernant l'utilisation de pas de ces messageries, mais de ce réseau qui permettent de faire des réunions en visio, c'est que les réunions étaient beaucoup plus courtes, puisque les gens ne se coupent pas la parole et ne réagissent pas à la moindre phrase et attendent que le prédécesseur ait parlé pour pouvoir prendre la parole chacun à son tour. Et donc, gain de temps, gain en efficacité, on ne se perd pas. Voilà. Après, il a fallu mobiliser différents échelons, donc sur le COMEX, sur un comité directeur un peu plus élargi, ensuite au niveau des équipes, avec les prestataires, et se maintenir en permanence au fait de l'actualité pour pouvoir évoluer. Le lien était maintenu avec toutes les équipes commerciales et les magasins, puisqu'il y avait, on s'est servi aussi on a un intranet qui a permis de diffuser des messages de la direction internationale, direction commerciale, direction générale, faire un point régulier, donner des nouvelles à tout le monde. Ça permettait aussi d'avoir des messages au retour. Donc une liberté de parole chez nos salariés, recevoir beaucoup de messages de soutien dont on n'a pas l'habitude de recevoir de la part des magasins. Ils n'ont pas souvent le temps de s'exprimer si on ne passe pas les voir. Et donc, ça fait aussi du bien de pouvoir échanger aussi librement et directement et libérer la parole de tous les salariés, de tous les magasins qui avaient cette liberté de s'exprimer par écrit pour réagir sur les messages de la direction. Et la plupart étaient vraiment très, très positifs par rapport aux mesures que nous prenions et sur la communication qui était mise en place. Est-ce que justement ça n'a pas permis à la direction sûreté, au directeur sûreté, de prendre de nouveaux rôles ? Alors oui, le rôle central, le fait de participer au COMEX, pour ma part dans le secteur, je parle dans ma société, j'avais déjà un peu ce rôle central étant positionné au même niveau que la direction commerciale, la direction des ressources humaines et financières. Maintenant, c'était surtout un rôle de conseil et un rôle de faire évoluer la politique sécurité de la société pour la France en fonction de toutes les évolutions du commerce. Là, ça a évolué tous les jours, tous les 2 jours. On a mis plein de choses en place. On a gagné en 2 mois, on a gagné peut-être 5 ans de travail sur la digitalisation et sur ce que notre chairman avait déclaré 6 mois avant sur les fermetures de magasins et sur la digitalisation du magasin. On a réussi à tout mettre en place en même pas 2 mois. On a gagné un temps fou. Là où le rôle central de la sécurité est apparu, c'est au moment du déconfinement. Surtout dans le commerce, à partir du moment où il y avait des mesures à appliquer pour pouvoir ouvrir le magasin et que ces mesures étaient obligatoirement liées à des mesures sanitaires et devaient être supervisées par un agent de sécurité. Pour notre part, on n'allait pas positionner un vendeur ou une vendeuse, dont ce n'est pas le rôle, à l'entrée du magasin pour faire respecter les files d'attente, pour faire respecter le port du masque ou les différents gestes sanitaires. Donc là, oui, tous les yeux étaient tournés vers notre direction, savoir est-ce qu'on va avoir assez d'agents et est-ce qu'on va avoir le niveau pour pouvoir ouvrir toutes nos boutiques au moment où on va nous le demander. C'est un nouveau métier pour les agents de sécurité, puisque la plupart travaillent dans l'adversité, dans le commerce. Ils sont là pour surveiller les actes malveillants, c'est du prévol. C'est pas obligatoirement de l'accueil clientèle, même si on leur demande chez Zara, parce qu'on essaie d'avoir un niveau d'exigence, bien que ce soit compliqué, mais on essaye de l'avoir, et la plupart des sociétés y répondent. Mais là, c'était vraiment un tout autre métier, avec quelques confrontations, puisque le premier déconfinement, c'est pas obligatoirement très très bien passé, c'était le flou. Port du masque obligatoire dans le centre commercial, pas obligatoire, c'est dans la boutique. Tout le monde ne respectait pas obligatoirement les mêmes mesures. Pendant une semaine, il y a eu un flottement d'un département ou d'une région à l'autre. Et c'était assez compliqué, alors que nous avions décidé d'appliquer vraiment tout ce qui avait été mis en place. Donc, on a vraiment... L'activité commerciale était vraiment liée à ce que nous avions mis en place. Alors, du côté de la préfecture, quels ont été les dispositifs qui ont été mobilisés, peut-être de nouveaux dispositifs qui ont été créés pour gérer ces coopérations, peut-être une part d'improvisation aussi. Alors moi, je retire de cette période qui n'est pas finie, comme ça a été dit tout à l'heure, et on aurait tort de parler de tout ça à l'imparfait, puisqu'on est au présent et on est au futur. Mais convenons que l'imparfait nous aide quand même beaucoup,
j'y reviendrai dans le troisième temps de l'intervention, nous aide beaucoup à sans doute mieux esquisser la ligne de fuite qui nous attend dans les mois, voire les années qui viennent. Bon, le premier constat qui me vient à l'esprit, en tout cas, ça a été la conversion, je pense, définitive, un peu comme Saint Paul sur le chemin de Damas, au numérique. Qui connaissait Zoom il y a 4 ans? Je ne parle pas de gens de ma génération ou d'Émile Pérez, mais en tout cas, je pense qu'on était quand même nombreux à peut-être se souvenir d'une chanson à succès des années 70 qui parlait de Zoom Zoom, je me souviens, mais pour le reste, on n'en avait quand même qu'une connaissance assez vague. Même si la crise des Gilets jaunes nous avait déjà, j'allais dire, largement adapté, si je puis dire, aux visioconférences. Mais là, nous sommes véritablement entrés dans un autre monde, celui où le numérique est l'outil de base du travail, dans les services publics, qu'ils soient civils ou militaires. Ce point est vraiment quelque chose d'absolument important. Il est tellement important que finalement, on en est arrivé à la déterritorialisation du travail lui-même. Qu'est-ce que le télétravail, si ce n'est que le travail ailleurs que dans les lieux de travail est prévu à cet effet. Ça, déspatialisation. La déspatialisation, oui, je sais que tu préfères ce terme-là, alors allons-y pour la déspatialisation. Mais aujourd'hui, on travaille partout, y compris chez soi, y compris dans des lieux, dans des tiers-lieux, comme on le dit, et aussi à son bureau, même si parfois la notion de bureau ne devient que l'accessoire d'un espace de travail qui se déroule ailleurs. En 3 ans, ou en 2 ans, se joue là, sous nos yeux, une révolution dans l'organisation du travail dont nous sommes loin d'avoir tiré toutes les conséquences. Vraiment, le boom du numérique, le boom de la visioconférence, pour reprendre un exemple extrêmement concret, et plus globalement du recours au numérique, qui emporte des conséquences extrêmement importantes dans les relations sociales. Je pense qu'on est loin d'en avoir tiré, à mon avis, toutes les conséquences. En avons même commencé à en tirer quelques conséquences. J'aimerais déjà le savoir, j'en suis pas du tout certain. En tout cas, nous vivons une expérience nouvelle, dont bien malin qui peut dire comment elle se stabilisera dans les années qui vont venir. Ça, c'est vraiment un point qui est très important. Très important également, c'est dans cette numérisation, dans la numérisation des relations sociales, incontestablement la relation à l'usager est une relation qui a été complètement réinventée avec le numérique. Comment aurions-nous géré l'information du public, de nos publics, quels qu'ils soient, sans un recours massif à une communication fondée sur l'outil numérique qui nous a permis peut-être de pouvoir incarner finalement un service public de proximité. Pourquoi ? Parce que nous devions gérer une crise dont la territorialisation en donnait des couleurs, des aspects, des déclinaisons qui étaient particulières. Souvenez-vous de la sortie du premier confinement, avec une sortie à géométrie variable. Comment aurions-nous géré la deuxième vague, qui elle-même a obéi à des stratégies, à des scénarios dont la territorialisation était bien particulière? Eh bien, nous avons pu le faire grâce précisément à des outils de communication qui nous ont permis de pouvoir aller vers les publics, tous les publics, dans des conditions particulièrement adaptées. Ça, je pense que c'est vraiment une autre leçon que je tire, sortir d'une communication très institutionnelle, format papier, à une communication juste à temps, sur mesure et principalement virtuelle. Dernier point, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'évolution du rôle des cadres, que ce soit le commandant de gendarmerie du Nord, que ce soit le DDSP, que ce soit le préfet, que ce soit le directeur de la chambre de commerce, qui on veut. C'est-à-dire que tous ceux qui ont eu à porter cette crise d'une manière ou d'une autre ont vu leur rôle de manager transformé. On est moins, même comme préfet de région, préfet de zone, préfet de département, finalement on a moins vécu, on est moins apparu comme ceux qui sont dans leur couloir de nage, qui déclinent des instructions reçues de très haut, comme des gens qui, certes, bien sûr, veillent
au respect de la loi dans leur territoire, mais sont surtout des passeurs, sont surtout des animateurs, sont surtout des gens qui vont passer leur temps à persuader, y compris d'ailleurs à endosser des responsabilités qu'ils jugeaient indispensables de faire au nom de l'intérêt général. Moi, je prends un seul exemple extrêmement concret. La gendarmerie du Nord, l'excellent général Husson a mis en place un dispositif, la police nationale l'a fait dans les mêmes conditions, de sécurisation des bureaux de poste quand venait le 6 de chaque mois où le RSA est versé aux allocataires, puisque malheureusement, nous craignons que des prédateurs viennent s'en prendre à des gens déjà fragiles et viennent leur voler le cash que les bureaux de poste venaient leur accorder. Beaucoup de gendarmes ont participé à ces opérations. C'est un exemple extrêmement précis, extrêmement concret, où d'un management lointain, on passe à un management de proximité avec un objectif, servir le public, surtout le plus fragile. Et est-ce que ces nouvelles formes de management, finalement, ont aussi abouti à la mise en place de nouvelles instances de gouvernance ? Alors pour ce qui nous concerne, l'ouverture fait partie de l'ADN de la gendarmerie. Il y a toujours eu il existe toujours, cette volonté de faire monter ce qui arrive du terrain, des unités, des gendarmes sur le terrain, pour justement le mettre en application. Donc je ne considère pas ça comme une nouvelle forme, mais on va dire nous sommes, je pense, en permanence à l'écoute de ce qui se fait. On peut citer comme exemple des visières imprimées en 3D, par exemple, au profit des soignants, les dispositifs sur les poignées de porte pour éviter d'avoir à toucher les portes. Tout ça, ce sont des initiatives qui viennent justement de l'innovation et qui remontent justement du bas vers le haut et qui est mis en application dès que c'est possible. Chez Zara ? Pas de nouvelle gouvernance, beaucoup de réorganisation et de restructuration au sein des départements qui ont appris des nouvelles manières de communiquer sur l'utilisation du numérique, mais pas de changement véritablement fondamental dans la manière de gérer. Zara a une forme de management assez proche du terrain, à l'image de son créateur, très proche de nos équipes de vente. La crise nous a démontré que l'humain était vraiment au cœur et avait besoin d'attention. Il a besoin d'être managé, il a besoin de savoir fixer des objectifs. Et le fait d'être isolé a parfois créé des solutions un peu de perdition ou de détresse. Personnes qui ont besoin, qui ont fait savoir leur besoin de recevoir des directives, des buts, des objectifs. Et donc beaucoup plus d'attention portée, on a mis plus l'humain, l'environnement et le social au cœur du métier. La qualité de vie au travail, on a gagné beaucoup. La relation client a évolué, puisque c'est une nouvelle forme de coopération. On a parlé de coopération avec les partenaires, coopération en interne, mais la coopération avec le client et ce jeu de pouvoir dont nous avons tant parlé tous les deux pendant quelques mois, oui, une nouvelle forme. Nous, très rapidement, on avait mis en place un système permettant de vider les magasins. C'est-à-dire qu'on pouvait, au bout d'un mois, on a fait retravailler pas mal de nos salariés sur base du volontariat qui venait sur les magasins et toutes les commandes Internet arrivaient sur le magasin le plus proche de là où vous passiez la commande. Ce qui nous a permis de vider nos stocks et de répondre très rapidement en 48 heures aux clients à toutes les commandes. Donc les clients étaient ravis, bien sûr, une nouvelle forme de coopération, on n'a plus besoin de passer au magasin, on reçoit beaucoup. Ça a permis de pallier aussi, les entrepôts sont en Espagne ou ailleurs, il n'y a pas de transport routier, c'est très compliqué. Donc cette proximité, et en faisant travailler l'économie locale avec les coursiers et des messageries, a permis de répondre à une attente du public. Mais ce public a gardé cette réactivité en tête lorsqu'on a été confiné, et a gardé cette habitude, cette rapidité, et a fondamentalement transformé la relation entre le client et le commerçant. Et ça a été dur de se reprendre une certaine sociabilité dans le jeu d'interaction entre les personnes, dans ce que j'appelle le jeu de la marchande et de la cliente. Retrouver qu'on n'est plus face à une machine, mais face à un humain, qu'il y a des erreurs, qu'on doit attendre. Alors, pour répondre à ça, bien sûr, nous, on a réagi. Maintenant, vous passez dans tous les magasins Zara, vous avez des caisses automatiques partout, qui permet donc aux gens les plus pressés, on passe régulièrement des messages, si vous êtes pressé, vous avez vos caisses automatiques, on a sécurisé, donc quelque chose dont on ne voulait pas du tout entendre parler avant la crise, puisque notre fondateur voulait toujours du contact humain, rendez la monnaie dans la main, fixez le client, un contact client, il n'y a rien qui ne le remplacera. Là, on a mis des automates,
Voilà, donc c'est une petite révolution quand même au sein de la société. C'est un changement d'habitude. Et mieux encore, une préconisation dont on avait parlé, qui était de dédier, pour éviter ce temps d'attente et les incivilités étant causées principalement lors du retour et du remboursement, dédier des caisses, des espaces complètement à la réception du client pour pouvoir leur donner satisfaction dans leur retour et leur remboursement. Voilà, tous nos derniers magasins, là, on commence justement à développer ces espaces pour mieux les recevoir et éviter justement ces incivilités et pour ne pas entraver la bonne suite du commerce. Alors, est-ce qu'à la préfecture, on note peut-être des phénomènes similaires dans la relation avec l'usager ? Oui, enfin, dans les préfectures et dans les services publics, au sens large, on aurait pu mettre un directeur de service municipal, et je pense il aurait pu, à mon avis, nous apporter des éclairages tout aussi puissants. Moi, ce que je pense, c'est que il y a deux leçons à tirer à ce stade, en tout cas, de ce qu'on a vécu. C'est une transformation des relations internes. On l'a dit tout à l'heure, je pense que les relations sociales vont se trouver et se trouveront de plus en plus marquées par cette organisation du travail à laquelle personne n'avait véritablement songé il y a encore moins de 2 ans. Mais je n'irai pas très au-delà, même si ça mériterait un jour, en tout cas, un temps de particulier d'examen, mais c'est surtout aussi dans les relations avec les usagers, sous le double aspect d'abord de certains progrès réalisés par des administrations, je pense au prélèvement à la source. Donc, quand je passais le concours d'entrée à l'ENA, beaucoup n'étaient pas nés dans la salle, mais on me disait que c'était la réforme impossible à faire en France. Vous imaginez aujourd'hui aller faire la queue devant un centre des impôts au moment d'aller payer vos impôts ? Ne riez pas, jeunesse, c'est ce qu'à l'époque de Émile et de moi-même, on faisait chaque fois au mois de février. On demandait une journée de pause, en général, pour aller payer nos impôts, surtout quand on déménage souvent. Aujourd'hui, le prélèvement à la source représente, en tout cas, j'allais dire, un acquis social pour les usagers dans leur relation avec le service public, qui est non seulement irréversible, mais qui ne demande qu'une chose, c'est être étendu à d'autres services rendus par d'autres services publics. Donc il y a incontestablement aujourd'hui une compétitivité dans les services publics qui est attendue par les usagers. Et si cette compétitivité n'est pas au rendez-vous, je pense que pour les services publics concernés, il y aura des rendez-vous avec une histoire, en tout cas avec leur pérennité, qui sera posée d'une manière très, 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 très évidente. Mais il y a aussi la compétitivité née de la comparaison avec le secteur privé. Beaucoup de services vendus par le secteur privé sont dans leur contenu très très proche de ce que nous faisons, souvent gratuitement, dans le secteur public. Il faut expliquer pourquoi ce qui se fait chez Zara ne peut pas se faire ailleurs. Pour le client, qu'il soit client d'un commerçant ou qu'il soit client, usager, assujetti, comme on disait autrefois, d'un service public, la différence n'est pas évidente. Après tout, quand vous êtes livré en 24 heures par Amazon, il faut expliquer pourquoi, quand vous passez par la poste, il vous faut 8 jours. Bien. Donc, dans ces conditions-là, on voit très bien que le progrès technique, la remise en cause, l'examen, le réexamen des relations avec les usagers est aujourd'hui un défi majeur pour les services publics. Donc les défis, ils sont de deux natures, en interne et en externe. Et je pense qu'il y va du salut des services publics, y compris régaliens, par rapport à cette affaire. Alors, étant donné les enjeux que vous avez brossés les uns les autres, ça rend, je dirais, impératif de penser le troisième temps de notre réflexion, qui consiste à essayer de voir comment penser un peu le monde d'après et comment pérenniser ces coopérations qui, à l'évidence, méritent de l'être, puisque ce qui avait été des défis il y a quelques mois deviennent maintenant, je dirais, une impérieuse nécessité pour nos différents services publics, privés. Alors comment envisager cette pérennisation, comment garder la mémoire et pouvoir continuer
durablement à activer ces coopérations? Alors, je vais rebondir effectivement sur ce que disait Monsieur le Préfet. Je pense que certaines habitudes prises pendant la crise se poursuivent. Moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est le Jean Truck. Donc, c'était un camion qui a été positionné à proximité de la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuse pour permettre aux usagers, dès leur sortie de leur moyen de transport, de déposer plainte ou d'avoir un renseignement s'ils le souhaitaient. Donc voilà, éviter qu'ils n'aient à se rendre à la brigade ou prendre leur véhicule ou trouver un autre moyen pour pouvoir avoir un contact avec les gendarmes. Et ça se poursuit aujourd'hui avec le partenariat pour les petites villes de demain, avec la gendarmerie, où l'idée justement est de proposer une offre de sécurité sur mesure au plus près, à la fois d'un côté cyber, mais aussi hors les murs, c'est-à-dire des permanences qui peuvent avoir lieu en mairie pour prendre les plaintes, pour les procurations, pour les renseignements. Donc je pense que le meilleur moyen de le pérenniser, c'est de continuer justement et d'éviter la rupture et de se dire c'est fini, même si on voit qu'effectivement la période de crise n'est pas terminée. Chez Zara? Alors dans le domaine de la sécurité, depuis quelques années, on voit arriver beaucoup de technologies, l'intelligence artificielle, et tout le monde se pose la question, mais à terme, l'humain. Alors j'ai connu énormément dans mon ancienne vie dans l'armée cette même évolution de la technologie qui a fait, mais quid de l'humain? L'humain sera toujours présent, et surtout dans la sécurité. Les avancées technologiques ne sont là que pour aider, améliorer, donner plus d'informations ou permettre d'aller plus vite ou de mieux anticiper. Et c'est l'anticipation en fait qui va permettre à la société d'être résiliente et de prendre les bonnes mesures. Donc l'anticipation passe par une veille qui va être technologique, une veille qui va être aussi sur les réseaux sociaux, une capacité à anticiper, à être curieux et anticiper les crises. Le MBA, moi, m'a permis de rentrer en contact avec le réseau gendarmerie, et j'ai échangé régulièrement avec quelques capitaines de manière à me tenir au fait de l'actualité et des préoccupations, de manière à pouvoir faire des points réguliers aussi à la direction. Il faut continuer à occuper le terrain et non plus attendre qu'on vienne nous chercher la sécurité, mais que nous puissions faire un point, une revue de presse ou quelque chose, de manière à occuper permanence terrain et alerter sur ce qui pourrait se passer. Et surtout, la partie sécurité va nécessairement, si elle apporte un problème, d'éteindre sur la relation sociale au sein de l'entreprise en créant un problème dans lequel les salariés vont se sentir en insécurité. Et il faut anticiper ce problème. Parce qu'une fois qu'il est arrivé, c'est trop tard. Donc il faut connaître effectivement son entreprise, dans quel monde elle évolue, quel est le domaine socio-économique, et continuer à faire cette veille tout en servant de tous ces nouveaux outils et ces moyens de communication que nous avons eu la chance de développer pendant ces derniers mois. Alors, je crois que ce terme d'anticipation est particulièrement cher au préfet Lalande. Et je salue mon vieux camarade Stéphane Bouillon. Et moi, il y a deux mots par lesquels je voudrais terminer. C'est celui de la proximité et celui effectivement de l'anticipation, qui renvoie en fait à la stratégie. Je pense que ce que cette crise a révélé, c'est plus que jamais la légitimité de la proximité. Enfin, d'ailleurs, tous les exposés qu'on a entendus depuis le début de l'après-midi montrent que si on a continué de produire, si on a continué de vendre, si on a continué de faire des interpellations, si on a continué à ce que ce pays, si on a pu permettre à ce pays de continuer d'exister, de vivre, c'est grâce précisément à une mobilisation de terrain. Et cette mobilisation de terrain, elle a d'autant plus été forte, si je puis dire, moi je vais vraiment la saluer, qu'on a eu des collaborateurs, des collaboratrices civiles ou militaires qui ont bien compris que c'était sur leurs frêles épaules que reposait la continuité de la nation française. Quand je disais tout à l'heure, faire en sorte que les sanitaires dans les aires d'autoroute, dans les stations-service, faire en sorte que les marchés puissent continuer d'exister, quitte à ce qu'on invente, ça rappellera des souvenirs à Stéphane, à ce qu'on invente des plans de sécurisation pour que les gendarmes ont été à l'affût de tout ça, pour que les gens puissent aller s'approvisionner en salade, en topinambour et en ce que vous voulez. C'est grâce à ces initiatives-là, grâce à cette action du concret, du quotidien, de l'archi-quotidien, qu'on est arrivé à faire en sorte que la France continue de vivre.
Et la crise existentielle de la centralité, de la déconcentration, je ne sais pas quoi, de la proximité, de la centralité, cette crise existentielle, à mon avis, elle a permis d'être dépassée grâce à cette crise sanitaire qui a relégitimé tout le monde. Et d'une certaine mesure, elle a enrichi le rôle des managers territoriaux. Ça, c'est quelque chose qui m'a quand même énormément frappé. Le deuxième mot par lequel je conclurai, c'est le mot effectivement d'anticipation. Anticiper. Anticiper, et ça nous renvoie plutôt, à mon avis, au rôle des états-majors. Anticiper, c'est tout de même planifier. Alors, Dieu sait si la planification des crises a toujours suscité ici ou là, y compris dans mon ministère, quelques sourires, quelques sarcasmes, excepté pour les feux de forêt. Force est de constater qu'aujourd'hui, avoir une puissante capacité de planification face aux risques qui peuvent nous assaillir, je pense que cette mission-là doit nécessairement être revisitée. Je sais que c'est le cas, mais je laisserai à Stéphane Bouillon le soin de le dire. Mais en tout cas, c'est effectivement peut-être la bonne nouvelle, être capable de pouvoir se projeter. Et il n'y a pas de planification sans capacité prospective. Car planifier, pourquoi? Si c'est planifier les risques que l'on connaît, à mon avis, ça ne va pas très loin. Être capable de planifier des risques que l'on ne connaît pas, que l'on n'identifie pas spontanément, en étant capable de pouvoir traiter les zones d'ombre, en étant capable de pouvoir lire les forces qui sont en émergence, si je puis dire, dans notre société. Tout ceci constitue des éléments sur lesquels il faut travailler. Ce qui est en jeu, c'est l'intelligence locale, l'intelligence territoriale, l'intelligence opérationnelle, l'intelligence interactive, décloisonnée, mais c'est aussi, bien sûr, l'intelligence stratégique sur laquelle, à mon avis, il faut que nos investissements portent massivement dans les prochaines années. Bien, merci à tous les trois. C'est vrai que en terminant cette table ronde consacrée à la coopération, nous avons un peu contribué à présenter une vue un peu réenchantée, finalement, du management, de l'action managériale. Mais peut-être qu'on peut émettre l'idée que cette vue, tirée de votre expérience à chacun, de votre expérience de terrain, cette vue préfigure peut-être un monde plus juste, plus solidaire, plus performant. Et c'est un défi aussi pour les sciences de gestion de penser dans des lieux comme le MBA, ce monde plus juste, plus solidaire, plus performant à travers des coopérations renforcées comme celles que vous avez non seulement, je dirais, que vous avez observées, mais que vous avez mises en œuvre, que vous avez gérées, que vous avez impulsées. Donc ça mérite un grand bravo à vous trois, autant pour cet exposé du jour que pour ces actions de terrain que vous avez poursuivies. J'ai un micro. Nous avons le temps pour quelques questions, pour une ou deux questions, si vous le désirez, dans la salle, avant de clôturer nos travaux. Monsieur, alors, nous avons une question sur la gauche. Alors, sur la droite, évidemment, sur ma gauche, mais sur la droite de l'amphi, pardon. Il ne fallait pas inviter un dyslexique. Oui, merci pour ces échanges et ces informations qui étaient vraiment enrichissantes. J'ai compris dans votre propos, Monsieur Rouvray, que vous aviez pu être informé un peu en amont par les composantes asiatiques de votre société, que la crise allait probablement, en fait, qu'une crise était émergente et elle est peut-être arrivée. Est-ce que, justement, dans ce cadre-là, vous pouvez être un lanceur d'alerte vers les autorités françaises et donc avoir cette coopération vers les autorités françaises pour permettre, justement, la prise en compte au plus tôt, en fait, de la crise? Donc, toutes les sociétés, en fait, françaises qui ont comme ça des relais
de par le monde peuvent en fait apporter cette information vers l'État? Alors, je vais répondre en deux temps. Le premier temps, je tiens à préciser que les autorités françaises étaient au courant lorsque nous avons communiqué avec les pays qui venaient juste de commencer à confiner en Asie. Là, on savait que la crise allait arriver, on ne savait pas sous quelle forme et sous quel délai, mais les informations étaient déjà arrivées. On avait les premiers cas en Italie. Voilà, on n'a pas eu une information ou un scoop avant tout le monde. C'est vraiment quand on a commencé à en parler en Europe qu'on a commencé à échanger avec les personnes qui, eux, vivaient cet état de fait depuis un mois ou deux. Concernant votre question sur le fait d'être lanceur d'alerte ou de coopérer, on est encore dans la coopération. Oui, moi je suis étonné dans le cadre du continuum sécurité dont on parle tant, que systématiquement, on va discuter avec les sociétés de sécurité privée, avec les acteurs de la profession, sans pour autant demander aux décideurs et à ceux qui mettent en place les plans de sécurité. Et jusqu'à aujourd'hui, il y avait encore une réunion hier, à ma connaissance, un déjeuner avec le ministre de l'Intérieur, où seules les sociétés de sécurité privée étaient conviées, mais pas les décideurs ni les grands directeurs de la sécurité. Or, je le rappelle, ce ne sont pas les 7 sociétés que je paye ou les 7 présidents, tout aussi bons qu'ils soient dans leur métier, qui ont dirigé leurs agents durant toute la crise, que ce soit tant dans les gilets jaunes, durant les grèves, tous les mouvements sociaux que nous avons pu connaître, ou durant la crise sanitaire. C'est bien mon équipe, sous ma directive. Donc, quelque part, oui, on est tous des anciens, pour la plupart, soit des corps administratifs, soit des forces régaliennes ou de l'armée, comme moi. Et on a un background, et oui, on peut partager des informations, puisqu'on a déjà un savoir-faire, une culture du compte-rendu, une culture de la veille, et on a ces informations puisqu'on est au contact direct du terrain. Les agents nous reportent à nous. Ils ne reportent pas à la direction de la sécurité privée. Une autre question. Alors, oui, nous avons une question ici. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Merci, oui, c'est ce que j'allais faire. Et gardez votre masque. Oui, pardon. Je vais tout de même me présenter. Je suis Mathieu Frachon, je suis le rédacteur en chef de la revue de la Gendarmerie nationale. Et je voulais vous faire rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez donc qu'en matière de sécurité privée, d'anticipation de crise, vous seriez peut-être d'accord avec ce que disait l'ancien président de l'Association des maires de France, qui disait finalement qui paye décide, qui décide paye? Je ne pense pas que les choses soient aussi simplistes et que ce ne soit pas une question de tarif ou de payer, mais de savoir utiliser tous ces capteurs et d'utiliser les personnes qui ont les informations. Et donner un rôle, dans plusieurs rapports et à plusieurs reprises, la question s'est posée de savoir quel serait donc le rôle dans ce continuum des directeurs sûreté, sécurité ou de prévention des pertes des grands groupes. Il y a le CDSE, il y a quand même une richesse et des mines d'informations au niveau national, mais même au niveau international. Et quelquefois, donner un rôle officiel dans le cadre de ce continuum à ces décideurs, pas parce qu'ils sont décideurs, mais parce qu'ils détiennent l'information et peuvent la partager, ce serait intéressant. S'il y a une dernière question, sinon nous allons remercier professeur. Capitaine, monsieur le préfet, Yannick, merci beaucoup. Et va nous faire l'honneur de clôturer nos travaux cet après-midi le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, monsieur le préfet Stéphane Bouillon. Monsieur le préfet. Bonsoir à toutes et à tous. En entendant les dernières questions, je regrettais de ne pas être venu un peu plus tôt pour avoir participé à vos travaux et à vos échanges et pour pouvoir rebondir sur certains points. Par exemple, sur la question qui était posée sur le Covid, quand est-ce qu'on savait ?
Je relisais d'ailleurs ces éléments-là, puisque, comme beaucoup d'autres responsables, je serai entendu par la CGIR, et justement, je me souvenais et je regardais comment les choses s'étaient préparées. En matière sanitaire, il y avait 3 phases. Il y avait une première phase qui était de tenter d'empêcher le virus d'arriver en France, et c'est ce qu'on a essayé de faire à partir du moment où l'OMS a signalé qu'il y avait des cas qui étaient dangereux en Chine et qu'on n'arrivait pas à régler. On a vu également ce qui se passait effectivement en Italie. La phase 2, c'est à partir du moment où on commence à avoir des cas, on essaie d'éviter qu'ils s'étendent et on essaie de circonscrire la difficulté. Et nous y sommes passés lorsqu'on a commencé à avoir notamment le cluster en Haute-Savoie aux Contamines, qu'il a fallu régler et que nous avons essayé de cadrer. Et puis ensuite, il y a eu Creil, et puis ensuite, il y a eu d'autres éléments. Et la 3e phase, c'était, il faut faire avec, et donc il faut commencer à réagir, y compris sous un angle, et j'aurai l'occasion d'y revenir, où il nous a fallu en quelque sorte dépasser l'ensemble des plans que nous pouvions avoir sur ce sujet, puisque cette crise dépassait tout ce que nous avions connu. Ce que j'aime bien dans le titre, c'est « Manager une crise globale ». Votre titre est effectivement très intéressant parce que vous avez dit « manager » et pas « diriger ». Et j'allais presque dire « diriger, c'est facile ». Enfin, c'est simple en tout cas. C'est pas toujours facile, mais c'est simple. On a une mission, on a un chef et on a des moyens. Le chef n'étant pas celui qui paye, mais celui qui sait, qui a l'expérience, à qui les textes donnent des responsabilités administratives, qui vont ensuite finir d'ailleurs potentiellement sur des responsabilités pénales. La preuve, la Cour de justice de la République est saisie sur ce sujet, et Michel Lalande comme moi, en tant que préfet, nous avons pris nombre de décisions qui nous ont amenés parfois à répondre à des questions de magistrats qui nous demandaient si nous avions accompli les diligences nécessaires, et vous connaissez comme moi l'article du Code pénal dans ce domaine, et on finit par le connaître par cœur. Donc une mission, un chef, des moyens. Un plan. Et nous faisons de magnifiques plans, on en fait au niveau national, on en a une quinzaine avec à peu près 1 millier de fiches, et dans chaque préfecture il y a des plans qui déclinent ces plans nationaux, qui sont organisés par un service compétent sur ce sujet, et qui va suivre à la fois les plans de la préfecture, mais aussi les plans particuliers qui doivent être mis en œuvre par les opérateurs d'importance vitaux, par les grands acteurs sur le terrain, par les sociétés de transport, par les collectivités locales, et qui va donc veiller à ce que ce plan se déroule, j'allais dire normalement. Un plan ne se déroule jamais normalement, mais en tout cas qu'il puisse être mis en œuvre et qu'il puisse être connu de l'ensemble des éléments. Ensuite, il faut une organisation pyramidale, parce qu'une crise, il faut un chef, et ça ne se règle pas par le consensus, et donc il faut qu'il puisse y avoir une organisation très précise qui va se mettre en place et qui va permettre à chacun de savoir exactement quelles sont ses missions, quelles sont ses responsabilités, avec qui il va travailler, à qui il rendra compte et à qui il va donner des ordres. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait de la méthode. Il faut aussi un suivi, c'est la main courante informatisée, c'est les tableaux que nous faisons, c'est la veille des décisions, la surveillance de l'exécution des décisions, ce qui est un exercice qui n'est pas toujours simple, qu'on a parfois tendance à oublier, mais le nombre de fois où on se dit « mais ça, je l'avais déjà décidé, ça, je l'avais mis en œuvre », et personne n'a vérifié si c'était exécuté. Donc il faut vraiment avoir, j'allais presque dire, une cellule spécifique organisée pour surveiller la mise en œuvre et le déroulement des actions qui peuvent être menées. Et puis enfin, il faut du talent pour improviser, parce qu'on improvise dans une crise. À vrai dire, les militaires disent souvent, et vous le savez, le plan, c'est la première victime de la bataille. Et un plan, effectivement, au bout de quelques heures ou quelques jours, disparaît totalement, ou en tout cas paraît totalement inadapté, ou on l'a dépassé parce qu'on finalement, on va faire mieux. Sur la crise Covid, c'était évident. Le plan Grippal avait beaucoup d'intérêt, d'ailleurs on a commencé à le mettre en œuvre, on l'a appliqué à peu près à 95%, sauf que le plan Grippal, c'était un film américain avec un happy end. La cavalerie arrive, c'est-à-dire que la grippe, au bout de 3 semaines, vous avez un vaccin, et tout le monde est guéri, et c'est terminé.
Sauf que là, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de traitement. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où les premiers experts estimaient que 5 à 10% de la population pourrait être atteinte. Et en fait, c'est bien plus que cela, en termes de population, qui a été atteinte. Et de fait, du coup, manager, ça va bien au-delà. La crise Covid en 2020, c'est une crise longue qui touche l'ensemble du territoire, qui touche même l'ensemble de la planète, et donc ça oblige à manager la crise. Ça veut dire la gérer dans son environnement humain. Quand on est en cellule de crise, on prend des décisions, c'est facile, et on se dit que ça va être appliqué sur le territoire. Or, on gère une population. On gère des gens qui, pour beaucoup, sont de bonne volonté, pour un nombre encore plus grand, sont assez indolents et fera ce qu'on leur dira de faire, et puis pour une minorité qui ne va pas vouloir le faire. Et en général, d'ailleurs, c'est la plus casse-pied, il faut bien le reconnaître. Et donc, il faut arriver à gérer cette population, à prendre en compte les décisions et les orientations à mener pour tenir compte de ce qu'est cette population. Il y a aussi un environnement social. Quand on est dans une crise et qu'on veut manager cette crise, il faut prendre en compte les personnes les plus vulnérables. Il y a des victimes qui seront plus ou moins touchées. Il y a des gens qui seront plus difficiles à gérer. Être en confinement quand on est dans sa résidence secondaire ou dans un appartement de 150 mètres carrés avec terrasse, c'est vivable. Quand vous êtes dans un HLM à 50 mètres carrés et que vous avez 4 enfants, ça devient nettement plus compliqué à gérer. Et donc, il faut aussi pouvoir prendre en compte cette dimension-là sur le terrain parce que, justement, ça va durer. Il y a bien sûr une dimension économique, la vie des entreprises, la prospérité des entreprises. Et dans ce domaine, évidemment, là aussi, il faut pouvoir arriver à gérer, donc travailler avec le ministère de l'économie et des finances sur la survie des entreprises et leur capacité non seulement à continuer à exister, mais aussi celles qui produisent des services qui sont absolument indispensables pour la population, y compris, bien sûr, au premier chef, l'alimentation. Il faut donc pouvoir travailler avec elles, s'assurer qu'elles vont avoir la logistique, les agents, les personnes qui vont pouvoir agir sur le terrain. Et puis bien sûr, il y a aussi l'aspect financier, le quoi qu'il en coûte, qui coûte toujours quelque chose. Et le quoi qu'il en coûte, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, n'importe comment. Il faut regarder effectivement comment les moyens financiers qui vont être développés vont être convenablement utilisés, et il faut aussi trouver ces moyens financiers. Et tout ceci, en termes de management, ça veut dire qu'il faut qu'on le prenne en compte dans la durée. Ça veut dire aussi qu'en interne, il faut qu'on réfléchisse à ce que doit être la relève des acteurs. Parce que tenir une crise pendant 15 jours, 3 semaines, même avec des gens qui sont entraînés, qui ont l'habitude, à la limite, ça passe encore. Mais au bout de 3 semaines, il faut prévoir effectivement la capacité à avoir une relève des gens qui vont être capables de venir remplacer les personnes. Et ça, on ne l'avait pas imaginé, puisque toutes nos crises sont à cinétique courte. Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse, et ce que nous sommes en train de faire, à pouvoir organiser dans les différentes administrations une relève, c'est-à-dire pouvoir flécher, identifier en amont suffisamment tôt toutes les personnes qui, au bout de X jours, vont devoir venir remplacer d'autres personnes et connaître suffisamment la crise, le sujet, les affaires, pour pouvoir intervenir immédiatement et prendre la suite sans qu'il y ait d'à-coups. Ça veut donc dire qu'il faut aussi former ces personnes, il faut que les secrétaires généraux des ministères et les secrétaires généraux dans les préfectures puissent les identifier suffisamment tôt pour pouvoir organiser cette relève et fonctionner sur le terrain. Bref, manager une crise, ça veut dire laisser le moins de place au hasard. Et Dieu sait pourtant qu'une crise, c'est d'abord le hasard. D'abord parce qu'elle se produit. Si on la connaissait à l'avance, on serait capable de la prévenir. Par définition, la crise, elle se produit par hasard, puisqu'on n'a pas réussi à l'empêcher. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas anticiper, et Michel Lalande avait raison d'insister sur cet aspect-là. Préparer, agir, permettre un retour rapide à la normale. Je vais revenir dessus, mais la notion d'anticipation est sans doute une des grandes leçons que nous sommes en train de retenir des 18 mois que nous avons vécus, et que nous sommes d'ailleurs toujours en train de vivre. Parce qu'il faut réfléchir à ce que peut être demain, après-demain, mais surtout 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Et puisque nous avons vécu la crise du Covid, il faut que nous nous mettions dans la tête de nous interroger sur qu'est-ce qui pourrait nous arriver comme autre catastrophe dans d'autres circonstances. Alors, comme j'ai Lancy ou SGDSN, je pense spontanément à la crise cyber. Et de ce point de vue-là, Guillaume Poupard se fait un plaisir de nous expliquer très régulièrement comment ça se passera, ou comment ça ne se passera pas, plus exactement, si les systèmes informatiques de telle organisation, de tel système, y compris les banques, sont en train de tomber en panne, les transports en commun, etc. Et là, on voit effectivement qu'il y a largement de quoi anticiper et, j'allais dire, nourrir sa paranoïa sur la manière dont notre pays peut se débrouiller sur ce type de circonstances. Manager, c'est aussi globaliser les participations. Vous avez parlé de coopération renforcée. Ça veut dire que dès l'amont, il faut qu'on puisse apprendre à travailler avec l'ensemble du secteur public. Ça, à la limite, c'est encore facile. Mais aussi travailler avec le secteur privé, veiller à ce que le secteur privé lui-même intègre cette culture de crise et puisse se préparer et lui-même anticiper les conséquences que pourrait avoir telle ou telle situation pour son avenir. Ça nous amène au concept de résilience, sur lequel nous travaillons beaucoup, et avec Alain Boer, nous avons beaucoup de travaux qui sont engagés sur ce sujet. La résilience, vous savez ce que c'est d'abord un concept de physique, puis un concept psychologique qui consiste à ce qu'après une crise, on revienne à la normale. Le métal qui a été atteint reprend sa texture et sa configuration normale. Et psychologiquement, les gens qui ont subi une épreuve, finalement, la surmontent, la compensent, comme on dit en termes psychiatriques, et reviennent à un niveau normal. Et ça, il faut qu'on puisse le mettre en œuvre à l'échelle de l'ensemble de la société. Et donc nous travaillons actuellement au SGDSN sur une mission qui nous a été donnée par le Premier ministre et qui consiste à rédiger une stratégie nationale de la résilience qui aura pour objectif de permettre de contrer mieux que nous n'avons pu le faire jusqu'à présent, même si on ne s'est pas si mal débrouillé, une crise qui pourrait survenir. Ça repose donc d'abord sur une réforme de la planification. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les plans, c'était simple. C'est une crise localisée sur un endroit précis. C'est une cinétique courte, inférieure à 3 semaines, et avec des effets limités. Et ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. On sait faire. Ce que nous ne savons pas faire, effectivement, c'est une crise qui est étendue à tout le territoire, qui dure longtemps, qui a des conséquences dans tous les domaines. Et donc, nous sommes en train de travailler à une révision de la planification en essayant d'être le plus imaginatif possible, ou plus exactement, comme on sait que nous n'arrivons pas à imaginer le pire, pour essayer d'avoir une série de thèmes génériques de crise qui pourraient se produire et les croiser avec les secteurs d'impact sur les transports, sur l'alimentation, sur l'eau, sur l'énergie, sur la santé des personnes, pour organiser la réaction et aboutir ainsi à un croisement de fichiers qui va nous permettre d'être plus efficaces et plus réactifs et, j'allais dire, plus compréhensibles pour la personne qui va ouvrir le dossier et qui va regarder ce qu'il doit faire en période de crise. Il y faut évidemment de l'humilité, parce que la réalité dépasse la fiction, et de ce point de vue-là, nous serons toujours surpris dans ce domaine. Il y a un point particulier aussi, qui manage la crise. Nous avons produit le 1er juillet 2019 une circulaire signée du Premier ministre qui dispose que c'est le Premier ministre qui manage la crise nationale. Au niveau départemental ou au niveau régional ou au niveau zonal, c'est le préfet, mais au niveau national, c'est le Premier ministre. Et cette instruction est claire. Le Premier ministre, puisqu'on fait de la coordination interministérielle, décide soit de prendre la main lui-même, soit de désigner un ministère menant. Pour les crises à l'intérieur du pays, normalement, c'est le ministère de l'Intérieur. Pour les crises à l'extérieur du pays, normalement, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais la circulaire prévoit bien que ça peut être n'importe quel ministre que le Premier ministre va désigner. Et en l'occurrence, sur la crise sanitaire, à une époque où, effectivement, on voyait simplement ce que le professeur Raoult rappelait une grippette, on a dit, ça va être comme pour le H5N1, le H1N1, on va confier ça au ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé, d'ailleurs, s'est mis en place et a mis en place son chorus.
C'est lorsque on est passé à une étape supplémentaire, à la phase 3, où on s'est rendu compte que, 1, on n'avait pas réussi à empêcher le virus de venir, 2, on n'avait pas réussi à l'endiguer, parce que malheureusement il était extrêmement, et encore depuis ça s'est aggravé, mais contagieux, qu'on a décidé d'ouvrir la cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur pour gérer tout ce qui n'était pas le côté santé. Et donc pour prendre en compte tous les sujets de la vie quotidienne de nos concitoyens, de votre vie quotidienne. Ça allait effectivement des règles concernant le confinement, sur les conditions dans lesquelles on pouvait sortir, le fameux pass, le fameux certificat de sortie avec les différentes rubriques que l'on pouvait mettre et qu'on rajoutait au fur et à mesure en fonction des éléments qui étaient donnés. Ça a été les questions d'alimentation, les questions de circulation, les questions d'obsèques, parce que c'est pas la santé qui s'occupait des défunts, mais quand on s'est trouvé avec beaucoup de morts, il fallait savoir quoi en faire, où les mettre, et y compris trouver des entreprises qui puissent faire des cercueils, et donc tout ça a été mis en œuvre. Ça a été aussi régler des problèmes juridiques qui étaient un peu abscons, mais dont on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'ils pouvaient poser des difficultés. Je vous citerai un exemple que Michel connaît bien. On avait dit interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes à l'extérieur, mais pour les obsèques, à l'intérieur des églises, vous pourrez faire venir 20 personnes. C'est très bien pour les gens qui font des obsèques dans les églises ou les temples. Mais il se trouve que les juifs, les musulmans, les athées enterrent leurs proches au cimetière. Et donc, au cimetière, vous ne pouviez être qu'à 10 pour enterrer votre proche, mais à l'église ou au temple, vous pouviez être à 20, ce qui était une rupture d'égalité absolument anormale. Alors, on aurait pu ramener tout le monde à 10. Finalement, on s'est dit que faire des textes et des lois, ça allait être très compliqué. Et à ce moment-là, on avait fait passer un télégramme au préfet en leur disant, écoutez, dans les cimetières, ce sera 20 aussi. Et puis c'est passé comme ça et ça a pu avancer. Ce que je veux dire à travers ce domaine-là, c'est que manager la crise, c'est à la fois quelque chose qui vient donc d'en haut, avec la CIC, et puis c'est la capacité aussi sur le terrain à nous faire remonter des éléments d'appréciation, et la capacité aussi pour les responsables de crise dans chaque zone de défense, dans chaque département, à pouvoir prendre leurs décisions et s'organiser et faire face aux circonstances. On a une réflexion qui a été lancée à travers les différents textes par le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Commission Pité, le Conseil d'État, et je vous en passe, et les meilleurs, qui sont sans doute encore à venir, sur la question de savoir qui doit véritablement manager la crise et est-ce qu'il faut modifier le dispositif. Je me garderai bien de donner mes conclusions sur le sujet, même si je les ai, mais encore faut-il qu'elles puissent passer à travers différents éléments interministériels. Ce que je crois en tout cas, c'est que sur une période de crise, il est nécessaire que chaque ministère puisse gérer ses propres affaires à son niveau. Ce n'est pas à la CIC qu'on va décider de la prise en charge du temps partiel pour les salariés et de la manière dont on va prendre tel type d'entreprise, tel type d'entreprise. Ça n'est pas à la CIC où on va décider de l'organisation du télétravail et des durées de télétravail et de la manière dont tout ceci peut se mettre en œuvre. Ça n'est pas non plus à la CIC qu'on va discuter avec l'ensemble des grandes centrales d'alimentation pour s'assurer qu'elles auront tout le temps la possibilité d'eux. Ça n'est pas non plus au sein de la CIC qu'on va s'occuper de la vaccination des Français qui sont situés à l'étranger et de ceux de nos compatriotes qui veulent venir sur le territoire. Mais en tout cas, c'est dans une CIC synthèse qu'il va falloir, sous l'autorité du Premier ministre, rassembler l'ensemble de ces éléments et s'assurer que tous ces éléments ne sont pas contradictoires les uns avec les autres, mais qu'on arrive à trouver une solution qui soit managée. Et donc, il faut effectivement, et ce sera sans doute une des leçons qu'on tirera, malgré tout, c'est de renforcer la capacité d'état-major que peut avoir le Premier ministre et son cabinet pour pouvoir gérer l'ensemble des facteurs qui entrent en compte dans une crise, de façon que la dominante, qui est en l'occurrence la dominante sanitaire, ait des effets moindres, ou en tout cas maîtrisés, sur l'ensemble du reste du pays. Quel est le rôle du SGDSN dans ce domaine ?
D'abord, je ne me lasse pas, mais c'est aussi parce que je suis un préfet à la tête du SGDSN, de souligner que le SGDN, que vous connaissez tous, Secrétariat Général de la Défense Nationale, a pris au début des années 2010 la lettre supplémentaire S pour Sécurité Nationale. Ça a été le résultat d'un travail qui avait été notamment mené par un de mes prédécesseurs, Francis Delon, mais c'était un travail qui était extrêmement utile et pertinent. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise internationale qui n'aboutisse pas à des effets directs sur la France et à l'intérieur de la France. Ça peut être une crise géopolitique et il suffit que vous regardiez ce qui se passe aujourd'hui en Biélorussie, ce qui se passe aujourd'hui entre la Chine et Taïwan, ce qui peut se passer en Afrique, pour vous rendre compte que chaque situation géopolitique internationale peut avoir un impact à l'intérieur de notre pays. Et donc le S de sécurité nationale, il prend en compte toute cette articulation, et c'est le rôle du SGDSN d'assurer la coordination interministérielle qui va permettre, au-delà des travaux qui existent entre les affaires étrangères et la défense qui gèrent l'étranger, de vérifier que ces travaux ont une répercussion qui soit maîtrisée sur l'ensemble du territoire. Maîtrisée non seulement sur le plan politique, sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan social et sociétal. Et je dois avouer que c'est un des facteurs absolument passionnants de la tâche qui est la mienne aujourd'hui. Pour travailler sur cet aspect-là, nous utilisons le concept d'intérêts fondamentaux de la nation. C'est un concept qui est très intéressant. Il existe dans le code pénal, il a été fixé, il y a toute une série de fiches. Il existe aussi dans le code de la sécurité intérieure, avec d'ailleurs quelques items supplémentaires. Une jurisprudence récente du Conseil d'État a modulé les deux et les a rassemblés pour définir ce que sont les intérêts fondamentaux de la nation, c'est-à-dire en gros tout ce qui peut, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine culturel même, évidemment dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de nos intérêts extérieurs, dans le domaine de la résilience de nos institutions, aboutir à ce que nous ayons besoin de protéger ces intérêts fondamentaux et de faire en sorte qu'ils puissent être respectés. Ça nous ouvre de larges possibilités en droit, parce que même si c'est le SGG qui est en charge, évidemment, sur le plan juridique de la production du droit, un des facteurs majeurs, là aussi, de la gestion de crise et du management de crise, c'est la prise en compte des aspects juridiques. Il y a eu une étude très intéressante qui a été sortie par le Conseil d'État récemment sur les états d'urgence et la manière de les prendre en compte, mais à travers cette étude, on réalise soudain qu'il va falloir aussi qu'en matière juridique, ne serait-ce que pour garder l'équilibre entre les décisions que nous prenons et le respect des libertés publiques, il faut que nous puissions produire, imaginer et là aussi anticiper du droit. Et ce facteur-là est absolument indispensable pour que nous puissions évoluer et faire en sorte que nous ayons un cadre qui ne sacrifie pas l'essentiel au profit de l'accessoire. Et qu'est-ce que l'essentiel? Qu'est-ce qu'est l'accessoire? Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que les libertés publiques deviennent l'accessoire. Et donc, il faut que nous puissions prendre en compte l'ensemble de ces éléments et que nous puissions réfléchir. Une autre des leçons que nous avons eues en ce domaine, c'est que nous avons produit du droit en quantité phénoménale. Quand j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, 2 fois par semaine, y compris le dimanche soir, je venais toper à sa porte vers 23h ou minuit pour lui présenter le décret d'application de la loi sur l'état d'urgence sanitaire qui mettait en œuvre toute une série de mesures supplémentaires, et on le faisait 2 fois par semaine. C'est bien, et vraiment on était très très bon. Une partie de ce décret, je dois le confesser, corrigeait de temps en temps le décret antérieur de la semaine précédente qui n'avait pas vu tel ou tel élément. Il n'en demeure pas moins que, pour le coup, 2 décrets par semaine, c'est trop. Et il faut sans doute que nous réfléchissions à la capacité à pouvoir créer, organiser du droit et faire en sorte que ce droit existe, parce qu'il est indispensable pour les libertés publiques et pour le bon fonctionnement de la société. Sinon, on le verra, d'ailleurs, comme dans d'autres pays, ce ne sera pas accepté et nous aurons des troubles à l'ordre public. Mais il faut aussi que tout ceci ait un cadre qui soit bien défini. Le SGDSN y contribue un peu sous cet angle-là.
Le SGDSN a aussi d'autres responsabilités opérationnelles qui ont pu servir pendant la crise. Il a 3 structures opérantes, dont une qui vient d'être créée. Il y a l'ANSSI, naturellement, pour la sécurité des systèmes informatiques, et qui vise tout simplement à ce que, à une crise sanitaire ne se rajoute pas une crise cyber. Et ils ont eu du boulot, parce qu'il y avait des malfaisants, des taquins, qui ont essayé de planter des hôpitaux. Là, ils y ont réussi sans trop de difficultés, malheureusement. Qui ont essayé de planter des collectivités locales. Et là aussi, j'ai le regret de dire qu'ils y ont réussi assez souvent. Dans certaines circonstances, il y a ainsi une grande préfecture de la région centre, enfin, le service de régie municipale des eaux, l'eau coulait du robinet, mais on ne savait pas comment. En tout cas, c'est plus la régie qui maîtrisait les vannes, ce qui était un peu stressant. Heureusement, il y avait toujours de l'eau, mais ça posait quand même une difficulté. Donc, c'est vous dire que dans ce domaine, nous avons eu beaucoup de travail, y compris d'ailleurs sur des systèmes d'information dans les médias, parce que là aussi, il y a pu y avoir des attaques vis-à-vis de tel ou tel, de façon à contribuer à semer la panique. On a aussi l'OSIC, l'opérateur des systèmes informatiques, qui permet tout simplement au gouvernement et au président de communiquer en distanciel, puisque nous étions tous en distanciel, mais de façon sécurisée pour éviter que nos amis et nos adversaires, qui en l'occurrence sont parfois les mêmes, ne viennent écouter ce que nous disions, ce que nous faisions, ce que nous décidions et ce que nous organisions. Et puis, il y a le dernier petit frère que je ne résiste pas à présenter encore aujourd'hui, qui s'appelle Viginum, c'est-à-dire le service à compétence nationale qui s'occupe de la lutte contre les ingérences numériques extérieures, c'est-à-dire les fake news qui sont organisées à partir de différents pays. Pendant la crise sanitaire, vous avez tous vu et connu ce qui circulait sur les réseaux sociaux contre les vaccins, en l'occurrence contre les vaccins occidentaux, mais pas contre les vaccins russes ou chinois, et qui a d'ailleurs abouti à ce que, en Russie, les gens voient effectivement les attaques posées contre les vaccins occidentaux, mais se disent que finalement Sputnik était sans doute encore moins bon que les vaccins occidentaux et que du coup on n'allait pas se vacciner du tout, ce qui aboutit aujourd'hui au drame que connaît la Russie dans ce domaine. Il n'en demeure pas moins que les attaques en ingérence numérique, elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus réelles, et donc nous sommes en train de nous y préparer. Sur les attributions classiques du SGDSN, il y a le travail de planification, je ne vais pas y revenir, je vous ai présenté les travaux dans lesquels nous sommes. Il y a aussi un travail de conseil, de préparation des dossiers pour les conseils de défense, puisque c'est en conseil de défense que l'ensemble des décisions fondamentales ont été prises. Donc nous préparons les dossiers, nous les faisons parvenir aux autorités, de façon confidentielle et sous le secret. Il y a un travail, évidemment, de proposition d'un certain nombre de mesures, à commencer par le déclenchement de la CIC, à continuer par le relèvement de Vigipirate et par un certain nombre de mesures que nous pouvons proposer sur ce sujet. Nous assurons la coordination interministérielle. Le vieux principe de l'union est un combat reste d'actif. Indiscutablement, hélas. Et puis, il y a aussi les sujets de coordination internationale. Parce que là aussi, une des leçons que nous avons eues, c'est que la crise, il faut la gérer avec Bruxelles, parfois à partir de Bruxelles, mais il faut pouvoir la gérer au sein de l'Union européenne pour, à la fois, puisque nous sommes tous dépendants avec des frontières ouvertes, gérer ensemble nos difficultés, mais aussi pouvoir faire partager les mesures qui sont prises dans un pays, parce que il est clair que même en fermant les frontières, le virus, lui, ne les connaît pas et continuera à passer. Et puis en aval, on fait des retextes, des retours d'expérience. Et on en fait beaucoup. Je vais quasiment pouvoir ouvrir un bureau sur ce sujet. On en fait beaucoup parce qu'il s'agit pour nous de tirer les conséquences à la fois en termes d'organisation, en termes de méthode, en termes de nouvelles technologies à mettre en place, en termes de nouveaux organismes à mettre en place pour pouvoir évoluer sur ce sujet. C'est dire donc que le SGDSN, en période de management de crise, même s'il n'est pas directement aux manettes, c'est le Premier ministre qui décide, et à ses côtés pour lui permettre de préparer, de décider, de préparer la décision, d'anticiper le plus possible, de réagir et ensuite de tirer les conséquences. Mais c'est aussi tout l'État qui doit être mis en mobilisation sur ce sujet. Les ministères, avec leurs hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un énorme travail de relève à prévoir. Il y a sans doute aussi un travail d'organisation à l'intérieur des ministères pour faire face. Il y a des ministères qui, alors qu'ils étaient au cœur de la crise, avaient 10 ou 20% de leurs effectifs seulement qui étaient sur place. Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'organiser pour faire en sorte qu'il y ait davantage de monde et que tout ceci puisse s'organiser un peu mieux? Est-ce que la culture de crise au sein des différents ministères ne peut pas être mieux organisée pour mieux manager les effectifs, mais manager également la capacité du ministère à jouer son rôle à l'intérieur de la crise? Et poser la question, c'est évidemment y répondre. Du coup, il y a aussi tous les aspects préparation au risque. Je vous ai parlé tout à l'heure de cyber. Nous sommes actuellement en train de mobiliser l'ensemble des ministères pour qu'ils vérifient les vulnérabilités qui existent dans leur système informatique. Et mis à part 2 ministères et demi, la note moyenne donnée par l'ANSSI à l'ensemble des administrations est aux alentours de 2 sur 5. Et il y en a quelques-uns, et c'est la moyenne. Donc c'est vous dire que... et la moyenne est tirée par le haut par les 2 et demi, qui ont un peu plus que 2. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, à pouvoir avancer. Le rôle de l'État, c'est aussi les préfectures et les ARS, les directions régionales, les directions départementales, interministérielles, que ce soit au niveau zonal ou que ce soit au niveau départemental. Ça aussi, d'une certaine manière, ça a été une bonne révélation. Parce que la crise qui se produit dans le département des Alpes-Maritimes ou en Ardèche ou dans les Hauts-de-Provence ou dans le Nord et qui va donc être gérée par le préfet, c'est simple, c'est facile, ça pose pas de difficulté. Quand on a plusieurs départements qui commencent à être concernés, plusieurs zones de défense, là, on a vraiment besoin d'avoir une mobilisation et une organisation qui soit concrète, qui soit réelle, et on a plus besoin d'avoir des remontées de terrain pour pouvoir préparer les décisions, préparer le droit, se réorganiser en fonction de ce qui va nous être dit sur le terrain, que de devoir faire descendre ex cathedra des instructions sur le terrain où les préfets vont nous passer un coup de fil le lendemain, et j'en ai souvent reçu, me disant « Qu'est-ce que tu as encore fait comme connerie ?» C'est pas... Alors, en général, ils le disent plus gentiment, mais en gros, ça peut revenir à ça. Et ce truc ne vole pas ou ce truc ne marche pas. Donc nous avons besoin des préfectures et des DI pour nous dire ce qui se passe sur le terrain. Nous avons aussi besoin d'elles pour travailler avec les élus et pour travailler avec le secteur privé, parce que ce sont eux qui les connaissent et qui sont au premier chef. L'État n'est pas humble. Une crise aujourd'hui, ça ne peut plus être un ministère qui la résout tout seul. Il y a de l'orgueil chez les ministères, et Dieu sait que certains ministères, y compris peut-être d'ailleurs le ministère de la Santé au début, s'est dit qu'il allait arriver à résoudre la crise tout seul. Péché d'orgueil. Mais l'État lui-même ne peut pas résoudre tout seul les crises. Et là, lui aussi a été particulièrement orgueilleux. Le couple maire-préfet, qui était célèbre sur la crise, c'est ce que les préfets faisaient au quotidien, mais on ne les écoutait pas. Et on ne les prenait pas en compte. Or, ça s'est beaucoup mieux passé lorsque les préfets ont commencé à travailler avec les maires, mais aussi avec les présidents de conseil départemental, les présidents de conseil régional, pour mettre en place les dispositifs, les gérer, les organiser, s'appuyer sur leurs fonctionnaires, sur leurs moyens, pour faire en sorte que cette crise qui touchait l'ensemble du territoire, l'ensemble des secteurs économiques et sociaux, eh bien, puisse être traitée par l'ensemble des acteurs qui, en plus, avaient envie de vouloir et de pouvoir avancer sur ce sujet. Et donc, là aussi, une des autres leçons vraiment qu'il faut retenir, c'est éviter l'orgueil de l'État qui pense qu'il va tout résoudre lui-même. Il est effectivement au cœur de l'action à mener, des dispositions à prendre, et à la fin, il y a un chef de l'État qui va prendre les grandes orientations, mais ensuite, il faut pouvoir les décliner avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir évoluer. Et donc, ça veut dire beaucoup de coopération à pouvoir mettre en place. Et puis, puisque je m'adresse à beaucoup de gendarmes, si j'ai bien compris, il y a le rôle de la gendarmerie. Et ce rôle-là, il est, à mon avis, particulièrement en train d'évoluer. Bien sûr, la gendarmerie est une force de sécurité intérieure. Elle travaille sous l'autorité du ministre de l'Intérieur pour travailler sur l'ensemble des sujets de sécurité, d'ordre public, et elle travaille évidemment sous les ordres de la justice pour tout ce qui concerne les enquêtes judiciaires. Ça, on connaît tout ça par cœur.
On a tendance à oublier que même si la gendarmerie est passée sous, j'allais dire, l'autorité du ministre de l'Intérieur, elle reste une arme, et donc des militaires. Et sous cet angle-là, elle a un rôle important à jouer de relais, de travail, d'action avec l'ensemble des forces armées pour compléter les actions qui peuvent être mises en œuvre et qui ont un aspect ou un rôle militaire qui peut jouer sur ce point. Et puis troisièmement, la gendarmerie, elle est présente sur le terrain au plus près des habitants, à travers son réseau de brigades territoriales, à travers son réseau de compagnies de gendarmerie, elle est présente sur le terrain. Et vous le savez bien, on attend d'elle, la population attend d'elle, pas seulement de gérer les sujets de sécurité intérieure. Elle attend aussi d'elle qu'ils soient les représentants de l'État et les représentants de la République. Et c'est une tâche pas facile, c'est une tâche de plus en plus importante, c'est une tâche de plus en plus immatérielle. D'aucuns pourraient presque dire que c'est une tâche indue, mais je considère que c'est une tâche irremplaçable. Irremplaçable. Certes, il y a les maires qui sont agents de l'État, mais les maires sont de moins en moins agents de l'État. Même si facialement ils le sont, ils sont d'abord agents de leur commune, responsables de leur commune. Certains gardent la double étiquette, et je me garderai bien de trop en dire au moment où s'ouvre le congrès des maires. Mais ça n'est évidemment pas une des tâches qu'ils revendiquent en premier, on va le dire comme ça. Ça veut donc dire que sur la représentation de l'État, la représentation des lois de la République, la communication, l'explication, les gendarmes sur le terrain ont de plus en plus un rôle majeur pour pouvoir simplement montrer sur l'ensemble du territoire, un territoire qui est de plus en plus archipélisé, qui est en proie au communautarisme, qui est en proie aux individualismes, qui est en proie à certaines déchirures. Il est indispensable qu'à un moment ou un autre, il puisse y avoir le représentant de la loi. Pardonnez-moi la comparaison. Jadis, les gardes champêtres avaient un médaillon sur lequel c'était écrit « la loi ». Il n'y a plus de gardes champêtres. Mais je considère que ce médaillon, ce sont les gendarmes sur le terrain qui le portent et qui font valoir les lois de la République. Et de fait, c'est vous qui allez manager la crise. C'est vous qui allez manager l'ensemble des crises et c'est vous qui, d'une certaine manière, aussi allez manager le fonctionnement de la société, les difficultés de la société. C'est pas simple, vous n'êtes pas forcément formé pour cela, mais de fait, c'est une tâche qui vous échoit. Et ce que je peux vous dire en tant qu'ancien préfet, et je suis sûr que Michel Lalande est d'accord avec moi, c'est que les préfets sur le terrain ont sacrément besoin de vous pour jouer ce rôle et pour vous aider à démultiplier l'action de l'État sur le terrain au plus près de nos concitoyens pour simplement faire valoir l'ensemble des règles de la vie publique, de la vie en société, l'ensemble des lois républicaines. Donc je vous souhaite bon courage dans cette tâche. C'est pas la plus facile. Ça revient à dire que vous êtes des managers et c'est toute la tâche que je vous souhaite, mais aussi tout le bonheur, parce que quand on réussit et quand on répond ainsi à la vocation que nous avons tous de servir l'intérêt général, notre pays, nos institutions républicaines, c'est une tâche passionnante et merveilleuse. Donc bon courage et bonne chance dans ce travail. Merci, Monsieur le Préfet, pour vos conclusions. Je m'associe au département MBA pour vous remercier de votre présence ici dans cet amphi. Pour ceux qui sont physiquement, mais merci aussi aux auditeurs qui nous écoutent et nous regardent depuis 4 heures. Merci aux professeurs, merci aux intervenants. Merci à l'école militaire, à l'amphithéâtre Foch, aux techniciens qui nous ont permis que tout ça ait pu se dérouler parfaitement. Un petit détail pour la sortie, il faut aller, pour ceux qui ne connaissent pas, l'entrée principale, 1 place Joffre.